Invité de la matinale reçoit Monsieur Yassine Abdelmalek. Donc, vous êtes directeur de la réglementation et du contentieux au niveau de la CNAC. Monsieur Abdelmalek, bonjour. Donc, la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage. Avant d'entamer le débat, on revient sur la déclaration faite tout récemment par le ministre du Travail, M. Mourad Zmali, relative à la prolongation de l'âge des bénéficiaires du dispositif CNAC. Donc, il passera ainsi de 50 à 55 ans. Que va-t-elle changer, cette nouvelle mesure pour cette tranche d'âge, M. Abdelmalek? Merci, madame. Donc, effectivement, la limite d'âge pour le bénéfice davantage dans le cadre du dispositif de création d'activité au niveau de la CNAC passera effectivement de 50 à 55 ans. Donc, tous les amendements ont été opérés, approuvés des textes réglementaires. C'est-à-dire sur le terrain, on verra plus de micro-entreprises créées? Certainement. Nous attendons uniquement la publication de décrets présidentiels, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est l'occasion aussi peut-être pour rappeler ce que prévoit ce dispositif pour tous les jeunes. Donc il y a les conditions, vous parlez maintenant des conditions d'accès au dispositif. Effectivement, il y a la condition d'âge qui est importante. Donc le dispositif prend en charge la tranche d'âge 30-50 ans jusqu'à l'heure actuelle. Mais en attendant de passer à 55 ans dès qu'il y aura la publication de décret. D'accord, voilà. Donc ça concerne les chômeurs, n'est-ce pas? Ça concerne effectivement les chômeurs promoteurs. Il y a la deuxième condition, il faut que le chômeur promoteur ait la capacité financière de mobiliser son apport personnel. La troisième condition, il faut qu'il soit inscrit au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, qui est l'ANEM, en primo-demandeur. La quatrième condition, il faut qu'il ne soit pas ou qu'il n'aura pas bénéficié des avantages par exemple, de la CEJ ou un autre dispositif. Les autres dispositifs. Bien sûr, parce que le cumul d'avantages, voilà, les jumeaux de la CNAC, le cumul d'avantages n'est pas accordé. D'accord, très bien. Mais une fois il y a une formalisation de dossier, il y a un certain nombre de conditions. Quand elles sont réunies, on passera au processus de création d'activité. Donc, une fois l'idée de projet est mature, il passera à une préinscription, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Donc, il passera à une préinscription en ligne au niveau de notre site web. Donc, il y a un formulaire d'inscription qu'il doit le remplir intégralement et dans sa totalité. Et une fois que tous les critères seront réunis, il est de combien le délai de traitement du dossier? Le délai, pratiquement une fois qu'il s'inscrit au niveau de la plateforme, il y a une plateforme préinscription en ligne, c'est un passage obligatoire, je rappellerai. Donc il y a un conseiller animateur, il prendra en charge, il y a un rendez-vous qui sera dédié à cet effet. Donc, une fois il obtiendra un rendez-vous pour l'établissement de business plan. Donc, c'est l'étude technico-économique. Après, bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'étapes, le passage de dossier, du dépôt jusqu'au passage de CSV. Vous venez de parler de l'apport financier. Le taux est de combien? Alors, l'apport personnel. L'apport personnel varie selon le niveau de coût de projet. Donc, le seuil maximum, je rappellerai, le coût de projet total est de 10 millions de dinars. Si le coût du projet varie entre 0 et 5 millions de dinars, l'apport personnel n'est que de 1%. Très bien. Si il est au-delà, entre 5 et 10 millions de dinars, l'apport personnel est de 2%. Donc, c'est un montant presque dérisoire. 1% de 5 millions de dinars, c'est 50 000 dinars. 2% de 10 millions de dinars, le maximum, c'est 100 000 dinars. D'accord, on va parler toujours finance. Donc le reste du financement du projet est financé par un crédit bancaire. Tout à fait. Il y a deux formes actuellement. Nous avons intégré un nouveau concept, un nouveau mode de financement, conformément aux arrêtés. C'est un arrêté portant intégration d'un nouveau mode de financement qu'on appelle autofinancement. Donc ce mode de financement, c'est le coût du projet, il est supporté dans son intégralité par le promoteur, sous forme de fonds propres.
Très bien. Donc actuellement, nous avons deux types de financement. Le premier type, c'est la formule triangulaire, où le promoteur ou le chômeur promoteur doit collaborer à un pourcentage de 1%. Le différence, 70% représenté par un CMT bancaire, qui est la banque, et le différentiel, il est pris en charge par l'État ou sous forme de prêt non rémunéré par la CNAC. Très bien. Voilà. Alors, parlons de recouvrement de créances par rapport au crédit. Donc, il y a beaucoup de banques qui sont aujourd'hui confrontées à des problèmes relatifs aux impayés de dettes. Donc, quelles mesures vous allez prendre par rapport à cela? En 2017, il y a eu une convention qui a été signée avec les banques et les représentants des dispositifs, la CNAC et l'ANSEJ, pour le retraitement de leurs créances. Cette catégorie la population concernée, c'était les promoteurs, les promoteurs financés avant mars 2011. Très bien. Pourquoi mars 2011? Parce qu'il y a certaines mesures qui concernaient les pouvoirs publics. Ils ont pris certaines mesures, notamment ils ont donné beaucoup d'avantages à partir de mars 2011. Or, la catégorie de personnes qui étaient financées avant cette date n'a pas bénéficié. On parle d'avantages. Donc on parle d'avantages, non, les avantages accordés à partir de 2000, notamment, c'est la réduction de l'apport personnel de 20 à 2% et de 10 à 1%, notamment. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous allez Alors, le retraitement de ces créances, dans le cadre de la convention qui a été signée avec les banques, elle a donné la possibilité à ces jeunes de revoir leur situation parce que c'est une situation... C'est-à-dire un rééchelonnement. Un rééchelonnement, notamment, de leur CMT bancaire et l'effacement des pénalités de retard. Voilà. Est-ce qu'il y aura effacement total de Mais la convention, nous avons donné un délai. Les délais étaient fixés au 30 juin 2017. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'ils ont été respectés? Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement de la part des chômeurs promoteurs. Et donc, il y aura forcément des pénalités de retard de paiement? Les pénalités seront retraitées par les banques. C'est-à-dire vous allez faire du cas par cas? Non, c'est le cas par cas. Mais actuellement, en ce qui concerne le PNR, le prêt non rémunéré de la CNAC, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de donner certaines facilitations. Nous avantageons le règlement amiable pour cette catégorie, toutes les personnes, tous les promoteurs ou toutes les entreprises qui se trouvent dans cette difficulté. Pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire. Pas de poursuite judiciaire, sauf pour les cas qui ont fraudé. Les cas de fraude, ça veut dire les gens qui présentent une vente de matériel, qui ont vendu leur matériel. Ça, c'est un désengagement, soi-disant, parce qu'il y a un non-respect des cahiers de charges. Vous savez, cahier de charges, c'est une convention signée entre le promoteur et le dispositif. C'est ce qu'on appelle le détournement des activités. C'est le détournement. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un taux, une indication chiffrée par rapport au projet? Pas beaucoup. La majorité, je vais vous donner quelques indicateurs, vous allez voir tout à l'heure, que dans le cadre justement pour le suivi des recouvrements des prêts non rémunérés, dans le cadre de suivi, dans le cadre de recouvrement et de financement, nous sommes arrivés à atteindre un taux de 62%. 62%, c'est le taux qui est affiché actuellement en termes de recouvrement des prêts non rémunérés. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez du cas par cas. Donc, le cas par cas, est-ce que vous entendez par aider les entreprises qui pourraient être susceptibles d'être sauvées par rapport à d'autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement de faveur Il y a un par rapport à des traitement de activités? cas par cas, parce qu'une entreprise, elle vit une difficulté. C'est quoi le cas par cas? Le cas par cas, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à rembourser la première échéance, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à rembourser 2-3 échéances. Donc, c'est le cas par cas. Ça, chaque entreprise a là ses difficultés. Il y a des problèmes liés au financement, il y a des problèmes liés au recouvrement, parce que même des entreprises, dont des embaucheurs, ils n'arrivent pas à avoir leurs créances dans les délais, leurs créances dans les délais, donc ils ne pourront pas rembourser, ils ne pourront pas payer dans les délais prévus. Dans les délais prévus.
D'accord. Donc c'est une démarche qu'on est en train de la prendre en charge. C'est-à-dire le tout pour aider les jeunes promoteurs à réussir leur projet. Le tout pour aider ces jeunes, pour les faire réussir dans leur parcours de création d'activité. Est-ce qu'il y aura effacement de dette? Il y a certains promoteurs qui réclament cette mesure qui a déjà été prise au profit d'autres anciens promoteurs. Est-ce qu'elle est possible, cette mesure ou pas? Je rappellerai ce qu'il a annoncé, monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il n'y aura pas d'effacement des dettes. C'est ce qui a été dénoncé par notre ministre. Il y aura un retraitement. Nous sommes en train de donner, de faire beaucoup pour cette catégorie de jeunes. Nous établissons des échéanciers de rééchelonnement, des tableaux de rééchelonnement. Notamment, c'est des choses qui existent, même au niveau des banques, sans pour autant parler des conventions. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir une indication chiffrée par rapport au nombre de micro-entreprises créées Nous sommes actuellement arrivés à créer un nombre de plus de 145 000 projets, générant des emplois directs de près de 302 000. 302 000 emplois directs créés. Seulement pour l'exercice 2017, nous avons pris 3500, presque 3500 projets ayant généré 8462 emplois directs. Alors les recouvrements, je rappellerai, nous sommes à 70% et grâce aux efforts qui sont des cadres de notre institution, notamment l'informatique, les finances, le métier, que nous sommes en train de travailler sans cesse pour faire réussir ces entreprises. Nous arrivons même à les suivre, parce que nous assurons aussi l'accompagnement de ces promoteurs, des promoteurs. Et voilà. Et quels sont les secteurs d'activité les plus demandés? Alors pour revenir, les secteurs d'activité, le secteur qui revient en force actuellement, c'est le secteur le plus dominant, c'est l'agriculture. D'accord. Nous sommes passés de 2011 à 2000, nous étions à 3% sur l'ensemble des projets financés, nous étions à 3%, et nous sommes arrivés à 51% fin 2018. Donc je pense que ce secteur intéresse vivement nos promoteurs. Il y a d'autres secteurs aussi qui viennent après? Qui est suivi par le secteur de l'artisanat, le BTPH notamment. Les travaux publics. Les travaux publics. Et donc, quand il y a une demande exprimée, est-ce qu'on priorise les besoins locaux de la wilaya? Les besoins locaux, parce que chaque localité, elle doit identifier ses besoins. Ces besoins, il y a des opportunités d'investissement dans chaque région a ses spécificités. Donc nous travaillons sans cesse avec les collectivités locales pour identifier, chacun en ce qui le concerne, les opportunités d'investissement dans chaque localité, chaque commune, avec les PAPC notamment. Et qui sont les demandeurs? On sait que c'est la catégorie des chômeurs qui est concernée, mais est-ce que c'est des chômeurs qualifiés, diplômés? Alors nous avons enregistré effectivement jusqu'au 31/12/2018, la tranche, c'est les universitaires. Les universitaires, qui sont, le taux est passé de 3 à 11%. Très bien. 2011 était 3%. Et 31/12/2018, nous sommes arrivés à avoir un taux chiffré de 11%, suivi par une autre catégorie qui est les promoteurs issus des formations professionnelles. Des formations professionnelles. Parce qu'au passage, je rappellerai, le dossier, une fois il est formalisé, on fait assister le jeune promoteur au niveau d'une commission pour la validation de son projet d'investissement. C'est un comité, ce qu'on appelle le CSVF, un comité de sélection, de validation et de financement, où sont représentés les banques, les 5 banques publiques, et certains partenaires, notamment toutes les chambres et la formation professionnelle. Éventuellement, s'il y a un accord favorable, le dossier automatiquement est introduit au niveau de la banque, mais s'il y a éventuellement
un avis défavorable, le jeune, il est orienté automatiquement vers une formation qualifiante de courte durée qui sera prise en charge par un centre de formation de courte durée pour assurer une formation dans le domaine de l'activité projetée. Et l'activité, il faut qu'elle relève du domaine de formation. De domaine de formation. C'est une obligation. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les conditions d'accès au dispositif, nous avons la qualification, un savoir-faire. Donc, la qualification, elle doit être conforme à l'activité projetée. Donc, c'est une condition sine qua non dans la réalisation du projet d'investissement. Ça, c'est pour tout ce qui était économique. Outre l'aspect économique, qu'est-ce qu'il apporte le dispositif de la CNAC à nos jeunes? Quelle valeur ajoutée? Donc, il y a un impact d'emploi. On lui assure une paix sociale. Ça veut dire beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés au départ chômeurs. Vous savez, la situation de chômeur, tout à fait, elle est vraiment pénible. Donc il y a un impact pour social quelqu'un, aussi. surtout la tranche d'âge entre 30 et 50 ans, 55 ans, Inch'Allah, bientôt. C'est une tranche d'âge importante. Vous allez vous retrouver des gens, des personnes majeures, mariées, ils n'ont pas de quoi faire vivre leur famille. Donc une fois ils créent leur projet, ils auront le sourire, toute leur vie changera. Hein. Eh ben voilà, oui, eh ben, on arrive à terme de cet entretien. On va juste rappeler quel bilan on va faire de tous les dispositifs mis en place par le ministère de la tutelle. Donc, comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est une réussite économique et sociale pour vous? Les chiffres, ils sont là. C'est-à-dire nous avons ces indicateurs que je viens de les déclarer. Je pense que c'est une réussite globale. L'État a très bien réussi dans cette démarche. Et les organismes de caisse de sécurité sociale notamment, on est inscrits et on est impliqués pleinement dans cette démarche. Et qu'est-ce que vous répondez aux experts, par exemple, qui mettent en cause justement la réussite de ce dispositif? Certains le critiquent, ils disent que c'est très mauvais pour notre économie. Vous savez, vous répondez à ça? Vous savez, la réussite est une moralité. Ça veut dire quand quelqu'un est réussi dans son projet d'investissement, il fait peut-être déclaration sur un investissement, il déclare sur son investissement, il fait une réussite. C'est un état d'esprit, la réussite. D'accord. Oui, c'est un état d'esprit. Merci beaucoup, Monsieur Yassine Abdelmalek. J'espère qu'on aura l'occasion de développer par rapport aux autres dispositifs avec Monsieur Zemali. Espérons qu'un jour, il finira par accepter notre invitation matinale. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur de la réglementation et du contentieux au niveau de la CNAC. Voilà, Radia, c'est à vous. Je vous retrouve demain à partir de 8h pour un autre invité de la matinale. Merci.